Salut à tous et bienvenue. La chronique de Flo prend le large. Cette semaine, nous allons en mer pour vous parler d'une course à la voile, la Rock Transatlantic Race. Le départ avait été donné le 9 janvier dernier de Lanzarote aux Canaries pour une arrivée prévue une dizaine de jours plus tard sur l'île d'Antigua dans les Caraïbes. Et pour en parler avec nous, un des concurrents de cette course, Alexis Duvernois, à bord du bateau Green Dragon de la classe Volvo Open 70. Alexis, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter de répondre à nos questions tout d'abord. Alors, tu viens tout juste de participer à la transatlantique à la voile. Tu vas nous en parler, bien sûr, plus en détail de cette course et de cette expérience que tu as vécue à bord avec tout ton équipage. Mais d'abord, donc, vous avez franchi la ligne d'arrivée de très bonne heure ce mardi matin, heure française. Tu nous le confirmes? Oui, c'est bien ça. On a coupé la ligne à 1h du matin, juste avant 1h du matin, heure locale. Donc ça fait 6h du matin chez vous. Alors, avant de parler de ton expérience, ton bateau Green Dragon, donc avec tout ton équipage, donc a terminé, tu vas nous le confirmer, un deuxième de la course, et vous remportez l'IMR Trophy. Explique-nous qu'est-ce que ça représente. En fait, si on compte tous les bateaux impliqués dans la course, on est effectivement deuxième en ce qu'on appelle Line Honors, c'est-à-dire les premiers bateaux à couper la ligne. Et le trophée IMA, c'est un trophée qui récompense les grands maxi monocoques. Et donc on fait premier en Line Honors monocoque, on remporte le trophée IMA et nous sommes également le premier bateau à descendre sous la barre des 10 jours sur cette épreuve. Donc c'est une grande performance, on peut le dire en tous les cas. Vous vous attendiez à un tel résultat? On a un bateau qui, il faut bien le dire, est quand même assez performant. C'est un bateau qui a été construit et fait pour la Volvo Ocean Race 2007. Et donc c'est un bateau qui est fait pour courir les océans. Et donc nous avions des espoirs, peut-être pas autant d'espoirs parce que nous sommes un équipage amateur et que le bateau n'est plus tout jeune. Mais en tout cas, nous avions des espoirs de bien figurer sur cette course, oui. Parce que alors pour tous ceux qui ne sont pas forcément des aficionados de la voile, tu vas peut-être nous expliquer davantage. Cette Rock Transatlantic Race, c'est quel type de course? C'est une course importante chaque année? Alors c'est une course qui est relativement nouvelle. Elle a 7 ou 8 éditions. C'est le RORC qui est le plus grand club de course au large au monde, qui est un club britannique qui organise des courses comme la Fastnet Race en Europe ou la Middle Sea Race et donc en Caraïbes qui organise la Caribbean 600 qui est une course de 600 000 qui est un peu équivalente à la Fastnet. Et ils ont créé cette course pour permettre aux bateaux performants qui ont envie de traverser l'Atlantique dans des conditions de course pour faire la saison en Caraïbes. Donc ils ont créé cette course qui à l'origine était au mois de novembre et qui pour la première fois cette année avait été décalée au mois de janvier. Et alors comment tu as vécu l'expérience de te retrouver comme cela pendant une dizaine de jours en mer à bord de ce bateau Green Dragon? Ce sont des moments magiques, j'imagine. Pour moi, c'était quelque chose de très particulier parce que je suis caribéen, j'ai grandi et je vis en Guadeloupe. Et donc partir des Canaries pour arriver à la maison quelque part aux Antilles, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. D'ailleurs, j'ai eu mon équipage qui m'a régulièrement demandé ce que ça faisait d'arriver en terre, en mer connue. Et donc c'était effectivement très émouvant pour moi de participer à cette course qui était également ma première transatlantique. Vous étiez loin du coup de cette pandémie en tous les cas qui secoue le monde entier actuellement. Le retour sur Terre doit être difficile aujourd'hui. Le retour sur Terre est très très difficile. On est arrivé donc à 1h du matin. D'habitude, il y a un comité d'accueil très sympathique sur ce genre de course. Malheureusement, il y a un couvre-feu le soir sur Antigua, donc personne n'a pu nous accueillir, mais ils nous avaient très gentiment laissé sur le dock une grosse glacière pleine de glace et de bière pour qu'on puisse boire un coup à notre performance. Donc c'est très très sympathique et puis on allume les téléphones et on se rend compte, on apprend qu'il s'est passé beaucoup de choses pendant 10 jours, notamment par rapport à cette pandémie et donc effectivement c'est assez brutal le retour à la réalité. Et j'imagine qu'avec le Covid, des mesures de sécurité particulières ont dû être mises en place pour vous permettre de participer à la course. Nous, on a été soumis à des tests PCR, déjà pour rentrer aux Canaries.
Et ensuite, nous avions un test PCR à réaliser 72 heures avant le départ. Il fallait que tout le monde soit négatif pour qu'on puisse partir, parce qu'il n'était pas question que quelqu'un déclare la maladie en course en pleine mer, surtout sur un milieu confiné comme un bateau. Et donc on a eu ça, et puis ensuite ici à l'arrivée à Antigua, on avait également un petit protocole que les autorités sanitaires d'Antigua ont bien voulu alléger dans la mesure où, compte tenu du fait qu'on est parti avec un test négatif et que quelque part on a observé la quarantaine pendant 10 jours en mer, on n'a pas eu à observer de quarantaine ici à Antigua à l'arrivée. Et il n'y a pas eu de risque d'annulation de course? Si, c'est quelque chose qui a été très très compliqué à organiser. On a commencé à en discuter avec l'équipe et le skipper du bateau depuis le mois de septembre. Et en fin de compte, les choses se sont concrétisées début décembre seulement. Et jusqu'à la veille du départ, on n'était pas sûr de partir si jamais l'un de nous était positif, si jamais l'organisation avait des difficultés. Comme je disais tout à l'heure, les organisateurs sont anglais. Donc pour eux, ça a été très compliqué parce qu'ils pouvaient pas quitter l'Angleterre. Donc ils ont tout organisé à distance avec les appuis des clubs locaux, aussi bien au départ à Lanzarote qu'ici à Antigua. Donc c'est très particulier. D'ailleurs, on a appris en arrivant là que la Rourke Caribbean 600, qui est normalement l'événement phare de la Caraïbe dont je parlais tout à l'heure, a été annulé alors qu'il y a 3 semaines, il avait été confirmé. Et oui, donc des conditions encore évidemment pas évidentes pour tout le monde. Vous étiez combien sur votre bateau? Explique-nous. Nous étions 13. Il y avait donc le skipper qui est hors quart. Ensuite, nous étions donc 12 équipiers répartis en 3 quarts de 4 personnes qui permettent d'établir des rotations sur le bateau entre l'équipe en veille sur le pont, l'équipe en stand-by prête à intervenir en cas de souci ou pour des manœuvres stratégiques, changement de voile, empannage, etc. et une équipe au repos. Et alors toi, quel rôle spécifique as-tu joué finalement pendant cette dizaine de jours en mer? Moi, j'étais équipier, donc impliqué dans un quart où je me suis beaucoup impliqué et j'avais un rôle au niveau des réglages de la grand voile en particulier, où il y a un énorme travail de régulation. Et puis sinon, les Volvo 70, ce sont des bateaux extrêmement exigeants qui demandent beaucoup de personnes pour les moindres manœuvres. Et donc, c'était participer à toutes les manœuvres. Et oui, donc et ton rôle évoluait finalement au fur et à mesure de la course en fonction de l'évolution aussi, j'imagine, non? Alors en fait, on a un chef de quart qui est désigné dès le départ. Donc ça, il n'y a pas de souci, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Et puis après, on s'est un petit peu... on va dire, relayé dans les différentes tâches qu'on pouvait avoir pendant l'écart en fonction de nos fatigues respectives, puisque il y en a qui étaient plus ou moins fatigués à un moment donné ou à un autre. Donc c'est aussi comme ça qu'on a évolué pendant la course. On a eu un départ très très exigeant. Après, on a eu des conditions un petit peu plus favorables, à nouveau des conditions très difficiles. Donc voilà, ça a été comme ça en yo-yo toute la traversée. Tu parlais de la fatigue, justement, Alexis. J'imagine qu'elle n'a pas été facile à gérer pour tout le monde pendant la traversée. Ouais, le début de course nous a bien mis à plat. Donc, il a fallu un certain temps à tout le monde pour trouver son équilibre, j'ai envie de dire. Moi, j'ai commencé à me sentir vraiment très très à l'aise sur le bateau au bout de 72 heures seulement, pas avant. Moi, en gros, j'ai pas été malade, donc déjà c'était un bon point. Mais les 24 premières heures, j'étais out of order. Et je n'ai réussi à m'alimenter, à prendre un demi-repas qu'au bout de 24 heures, à prendre un vrai repas au bout de 48 heures. Donc c'est pour dire que le corps a besoin d'un temps d'adaptation. Et alors vous étiez réglé comment, par exemple au niveau du repas? Comment ça se passait concrètement? On avait un déjeuner tous ensemble une fois par jour, le midi. Donc on était réglé en heure UTC, donc on a fait toute la traversée en heure UTC. Et ce qui est très sympa d'ailleurs, parce que ça fait que il y a des moments, on prend un quart, par exemple, à 10 heures du matin, et puis en fait, avec le décalage horaire, en arrivant sur les Antilles, c'est le lever du soleil. Et inversement. Donc ça, c'est sympa. Et puis dans les rotations des quarts, comme ça permet d'avoir un peu tous les sortes de temps et d'horaires, puisqu'on était tout le temps en heure UTC. Et puis le soir, comme le soir on était cassé, qu'on avait les systèmes de quart et que très vite ça dormait parce que même si on
Même si on était réglé en heure UTC, lui, le corps s'adapte à la lumière du soleil. Donc, dès que le soleil baissait le soir, on avait tendance à être encore plus fatigué. Et du coup, le soir, il n'y avait pas de repas commun. Chacun se débrouillait pour se faire un petit repas lyophilisé, un petit sandwich ou quelque chose. Et alors, raconte-nous comment s'est passée la course en soi, hein. Vous avez très vite joué les premiers rôles, je crois, et après, vous avez perdu un peu plus de temps, non? Oui, on est bien parti dans des conditions, il faut dire, favorables à notre bateau. Donc, ça nous a aidé à creuser un petit peu et on espérait pouvoir capitaliser là-dessus pour creuser l'écart après. Et il se trouve qu'on a fait une grosse erreur stratégique d'un point de vue météo et qu'en plus, on n'a pas bien géré la fatigue de départ aussi avec notre équipage totalement amateur. On n'avait pas trop l'habitude. On a été nombreux dans l'équipage à partir en mer pour une transatlantique pour la première fois. Et donc, on a fait une grosse erreur et on a perdu beaucoup de temps là, sur nos petits camarades et ça a été difficile de les rattraper. Alors, je vous propose d'écouter un court extrait là, d'un enregistrement que nous sommes procurés, d'un son sur le bateau. C'était en pleine traversée. Voilà, ça permet de mieux se rendre compte finalement de ce bruit constant donc en pleine course. C'était comment d'ailleurs les conditions climatiques pendant la traversée? Il y a une tempête qui est passée sur les Canaries juste avant, donc qui heureusement nous a épargnés. Mais néanmoins, pour le départ, on a eu du coup une mer forte croisée qui résultait de cette tempête. On a eu un vent de nord de 30-35 nœuds, donc ça commence à souffler un petit peu. Donc un départ très froid, très éprouvant. Les 24 premières heures ont vraiment été dures pour absolument tout le monde. Après, dès qu'on a commencé à abattre et descendre vers le sud, déjà ça a été un petit peu mieux. Et on a eu un alizé, on a eu beaucoup de chance, on a eu un alizé bien établi, on a eu 15-20 nœuds avec des périodes 20-25 nœuds où ça commence à bien souffler, à être très intéressant pour ce type de bateau. Et les 3 derniers jours, des conditions plus clémentes, plutôt du 15-20 nœuds à nouveau et qui nous ont permis de mieux profiter, on va dire, de la traversée, ou en tout cas des derniers jours. Alors donc toi tu le disais, c'était ta première transatlantique comme d'autres, mais explique-nous comment tu as réussi finalement à prendre place à bord de cet équipage. C'était pas gagné d'avance? Non, c'était pas gagné d'avance. Après, il y avait une opportunité parce que le bateau devait venir en Caraïbes à l'origine pour faire la saison de régate en Caraïbes, en particulier la Rorque. Donc le skipper, il cherchait à traverser. Donc j'avais pris contact avec lui pour savoir s'il cherchait du monde et faire la transatlantique. Et c'est comme ça que les choses se sont faites de fil en aiguille. Et c'est lui qui a constitué son équipage de 4 professionnels, on va dire, pour nous encadrer, nous, petits genoux. Et genoux dans l'expérience de la transatlantique à la voile, parce que la moyenne d'âge n'était pas si jeune que ça. Et alors tu en tires une expérience enrichissante, hein. J'imagine que tu as pu beaucoup apprendre quelque part auprès de cet équipage. D'un point de vue de la mer et de la voile, et qui plus est sur des bateaux comme ça, il est évident que c'est un enseignement incroyable. Après, il va très certainement y avoir également un enseignement, on va dire, plus humain. Donc là, il va falloir un petit peu plus de temps pour réaliser les choses, pour décanter. Mais en tout cas, ouais, ça a été beaucoup de bonheur sur l'eau. Je savais pas trop si vraiment je me réaliserais complètement, et en fait, j'ai été très très à l'aise et finalement quelque part peut-être plus à l'aise sur l'eau au milieu de nulle part qu'à terre. Ça veut dire que tu as déjà finalement réservé ta place pour de nouvelles aventures à la voile, peut-être avec cet équipage, une nouvelle transatlantique l'année prochaine. Tu peux nous en dire plus déjà? Non, je peux pas en dire plus, mais par contre, oui, après un peu de repos, là, ça y est, une fois reposé, si on me propose un embarquement comme ça, je suis prêt à repartir très certainement. Un dernier mot, Alexis. Est-ce que tu as été sensible au message de tous tes proches en rallumant ton portable, de tes amis, ta famille, qui étaient tous derrière toi, évidemment? Ça doit faire chaud au cœur quand même. Ça a été absolument incroyable. Je savais pas à quoi m'attendre, d'autant que j'en avais pas parlé ou très très peu de ce projet. Et que finalement, j'ai prévenu tout le monde via un petit groupe la veille du départ. Il y en a qui ont été pris à dépourvu. Et donc, j'ai pas pu trop communiquer et partager. Et quand j'ai vu à l'arrivée tous les messages d'encouragement, de soutien qu'il y avait, y compris pendant la course, où moi, je ne pouvais rien voir, voilà, j'ai mis une demi-heure à lire tout ça et ça fait chaud au cœur.
Eh bien, félicitations à toi en tous les cas, Alexis, et merci de nous avoir accordé quelques instants pour cette interview. Donc, peu après ton retour sur la terre ferme, on rappelle que tu participais à la Rorke Transatlantic Race entre Lanzarote aux Canaries et l'île d'Antigua dans les Caraïbes. Merci beaucoup. Retrouvez cette chronique sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, ainsi que sur ma chaîne YouTube, Florent Thierry, journaliste. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique.